Bonjour à tous, je suis Yanaëlle Soussens, fondatrice d'Applicable Avocat et dans la série de ces webinaires organisés par Applicable, nous recevons des invités de marque et là pour la deuxième fois, la géniale, l'exceptionnelle Melowski qui vient nous reparler de legal design. Le premier webinaire consacré au legal design appliqué au contentieux avait connu un très grand succès et il continue d'avoir du succès sur la chaîne YouTube d'Applicable où le replay est disponible. Et donc, je vais te donner la parole pour que tu aies le plus de temps possible pour nous parler du legal design, cette fois-ci sous l'angle de la relation client. Oui, tout à fait. Je te remercie, Ganaëlle. Hem, je suis super ravie d'être là avec vous et bonjour, à tout le monde. C'est vraiment super. Je vais aborder le legal design avec, dans la relation client. Donc je commence par me présenter. Moi, c'est, Melowski. Je suis illustratrice et legal designer. Donc j'aide, les avocats à mieux communiquer avec leurs interlocuteurs non juristes. Je réalise, des legal design et des infographies illustrées. Et j'ai un profil assez atypique puisque je viens pas du droit à la base. Je suis ingénieure de formation et je travaille en France et à l'étranger et en fait, il me manquait, ce côté créatif que j'ai toujours eu. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas combiner les 2 et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en tant que, vulgarisatrice graphique bah, pour travailler avec des scientifiques et on m'a dit que c'était super, mais qu'il y avait des besoins aussi dans le droit. C'est là que j'ai découvert le legal design et j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Donc depuis, voilà, je suis, legal designer et ça me plaît énormément. Donc mon profil, qui est atypique, il me permet d'avoir, 3 casquettes. La première, c'est, la casquette d'ingénieur. Donc pour proposer des contenus qui soient structurés et qui soient vraiment rigoureux et comprendre aussi les notions, techniques complexes. La deuxième casquette, c'est la casquette d'illustratrice et graphiste. Pareil, pour proposer des documents qui soient vraiment impactants, qui soient beaux, attrayants, qui donnent envie et le fait que je fasse les illustrations moi-même aussi, ça me permet d'apporter encore plus de personnalité et de personnaliser tous les éléments en fonction, de votre charte graphique et de vos besoins. Et la dernière casquette, c'est la casquette de non juriste. Vu que je n'ai pas de formation dans le droit, je me mets à la place de vos clients non juristes et donc ça me permet de relire vos documents et de vérifier que tout est accessible et bien clair. Et si jamais il y a des points, des zones d'ombre encore, on retravaille dessus et pour proposer un document qui soit vraiment, compréhensible. Donc je travaille sur plusieurs types de documents. Il y a des CGV, des contrats, des conventions d'honoraires, des brochures explicatives, des articles pour des magazines, pour des blogs, plein d'applications différentes en fonction des besoins. Et justement, donc je parle beaucoup de legal design, mais j'ai une question pour vous. Donc je vous invite à aller dans la partie conversation de la discussion, de l'enregistrement, et à me répondre sur quel est votre niveau en legal design sur une échelle de 0 à 5, sachant que 0 c'est petit poussin, on va dire, et 5 c'est aigle royal. Donc où vous vous situez pour qu'on puisse voir un peu les personnes qui sont présentes. Ok, on a du 1, du 0, on a un, notre 0, ok, donc c'est tout nouveau. Ok, ok, 0, 0. Ok, donc c'est vraiment, on part de la base. Ah, c'est top, on va apprendre plein de trucs aujourd'hui, ça va être vraiment génial. Ok, donc là, je vais vous définir ce qu'est le legal design. Legal design, pour que ce soit clair pour vous, c'est un mélange de 3 éléments importants. Le design thinking, l'expertise juridique et la communication. Le design thinking, c'est une méthode qui consiste à se focaliser sur l'utilisateur final. Donc, on va l'étudier, on va voir quels sont ses besoins, ses contraintes, et on va proposer une solution qui est adaptée, qu'on va lui faire tester. On va observer son comportement, comment il réagit, on va prendre en compte ses retours et on va remodifier après la solution. On va lui reproposer, etc. Et en fait, c'est un système d'itération. On continue comme ça sans cesse à proposer toujours une nouvelle solution qui est adaptée et optimisée en fonction des retours qu'on a. L'expertise juridique, ça c'est vous, donc en tant que juriste, avec vos compétences et votre expérience, et une partie de
communication. Donc, comment vous allez transmettre le message à l'oral, à l'écrit, quel type de support, etc. Donc, tout ça, ça forme le legal design. Donc, là, on a vu ce qu'était le legal design, mais pourquoi pratiquer le legal design? Quel intérêt ça a à le mettre dans sa pratique du droit, surtout dans la relation client? Pourquoi on va utiliser le legal design? Eh bien, dans un premier temps, ça va permettre de faciliter la prise d'information. Vous proposez un contenu qui est clair, qui est compréhensible, qui parle à votre public. Vous allez aussi éviter de faire des erreurs. Donc, pas vous en soi, mais vos clients. Puisque vous leur proposez des documents qui sont clairs, où ils comprennent les informations, bah, ça leur permet de faire les bons choix, de faire les bonnes actions et donc d'éviter les erreurs et de perdre après beaucoup de temps à rattraper les erreurs qui ont été faites. Ça permet également de rendre attrayants vos documents. Souvent, les documents juridiques, ils sont très compliqués, c'est du texte, ça donne pas envie de s'y mettre, voilà, ça donne pas envie. Là, le fait de travailler le visuel, de travailler l'aspect général de votre document, vous allez le rendre beau et vous allez donner envie à votre public de s'y plonger, de lire le document et de s'intéresser du coup aux informations qui sont dedans. Un autre élément, c'est que vous allez marquer les esprits. Vous avez un document qui est compréhensible, qui est beau, qui donne envie, qui du coup a de l'impact. Donc ça va marquer les esprits, ça va rester en mémoire. Autre chose, c'est que vous allez rassurer. Vous allez créer en fait une relation de confiance avec vos clients. Euh, vous êtes transparent avec le processus, vous lui expliquez clairement, il comprend tout. Bah forcément, il se sent plus rassuré. Il a confiance en votre expertise, il a confiance en vous, il a confiance dans les procédures, dans les process, etc. Donc c'est vraiment bénéfique pour lui. Et un élément à ne pas négliger non plus, c'est le gain de temps. Vous allez gagner du temps. Alors certes, au début, créer du legal design, ça peut prendre du temps. Ça va prendre le temps de bien trouver, de savoir comment on va faire. Mais après, ça va être bénéfique sur le long terme et vous allez gagner du temps sur le long terme puisque bah, dans vos process, vous allez avoir des documents qui sont pratiques pour vous pour expliquer les notions. Donc, vous allez gagner du temps à expliquer des procédures juridiques, à expliquer comment ça va se passer avec votre client, la relation, etc. Ça va vous faire gagner du temps sur ça, mais aussi ça va vous faire gagner du temps parce que vos clients qui auront tout compris, qui auront des supports derrière pour s'y référer et qui seront indépendants, bah, ils vont pas vous appeler, vous envoyer des mails sans cesse pour vous dire ah ça j'ai pas compris, où on en est, etc. Ils auront déjà toutes les infos pour eux. Donc là, c'est du temps précieux qui est gagné grâce à ça. Donc au final, c'est vraiment hyper important pour vous, pour votre cabinet. Vous avez une meilleure relation client. Qui dit meilleure relation client dit augmentation de la satisfaction de vos clients, fidélisation de votre clientèle, du coup, recommandation de leur entourage et au final, amélioration de votre image de marque. Donc, c'est extrêmement important de proposer legal design, surtout que de plus en plus de juristes, d'avocats, de cabinets mettent en place le legal design. Donc, même pour vous démarquer ou pour ne serait-ce que vous mettre à niveau, c'est important parce qu'on voit les bénéfices que ça a derrière sur les clients, le gain de temps, la satisfaction, tout ça, c'est extrêmement important. Et puis je Oui, m'autorise à ajouter que c'est aussi agréable pour soi-même de travailler sur des documents, qui ont été réfléchis, legal designés, de pouvoir les proposer de manière récurrente à ses clients. C'est aussi une satisfaction personnelle. Je pense qu'on est parfois pas très content de nos écrits qui effectivement sont pas très sexy, pas très vendeurs. Donc si on arrive à les remasteriser pour leur donner un peu plus de peps, je pense que ça peut, pour nous aussi au quotidien, être agréable. complètement. Tout à fait. Oui, c'est ça même pour vous, ça vous donne envie, c'est quelque chose de plaisant, enfin, vous avez quelque chose d'attractif, ça vous donne envie de travailler dessus et ça donne envie à vos clients de s'y plonger et de s'y intéresser. Donc on a vu ce qu'était le legal design, pourquoi le pratiquer, donc ça c'est top. Maintenant, comment on fait? C'est la question. Par quoi on commence? Donc là, on va revenir sur le petit visuel avec les trois grandes parties et on commence par le design thinking. Donc se concentrer sur l'utilisateur final. Donc pour ça, on va l'étudier et on va identifier les besoins, les moyens et les contraintes qu'il a, donc de votre public, mais aussi de vous.
il y a ces deux parties qui sont importantes. Donc, la première partie, votre public, vous allez l'étudier, vous allez échanger avec vos clients, vous allez leur poser des questions, vous allez peut-être voir aussi les questions qu'ils vous posent, il y a peut-être des questions récurrentes qui reviennent toujours pour les mêmes clients. Vous allez aussi observer leur comportement. Est-ce que vos clients, ils sont plus sur les réseaux? Est-ce qu'ils utilisent Internet? Est-ce qu'ils sont plus papier? Est-ce qu'ils lisent des journaux, des magazines, etc. Ce qu'ils préfèrent. Et aussi comment ils étudient les documents. C'est-à-dire si vous leur donnez des informations, est-ce qu'ils vont les lire en diagonale? Est-ce qu'ils vont tout lire? Est-ce qu'ils vont se concentrer que sur certains aspects? Par exemple, le financier, souvent c'est l'histoire de prix, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ça, c'est pour la partie de votre public. Et maintenant, il y a vous. Ce qui est intéressant de prendre en compte pour vous, c'est vos contraintes. Vous pouvez peut-être avoir des contraintes en termes de délai, une date à respecter pour proposer un document. Vous avez peut-être des contraintes au niveau financier, peut-être des contraintes au niveau humain. Vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de déléguer ou de personnes en interne pour faire le travail. Est-ce que vous avez aussi du temps à consacrer pour réaliser vos legal design ou est-ce que vous préférez déléguer peut-être à un prestataire ou à quelqu'un en interne? Ça, c'est à voir aussi. Et est-ce que vous avez les bons outils, les bons logiciels pour travailler sur vos legal design? Tout ça, ça à prendre en compte dans votre projet de legal design dès le début. Donc, ça, c'est pour cette partie un peu d'étude, de préparation de votre projet. Maintenant, je vais aborder 3 conseils pour vous aider à réaliser vos documents. Donc, comment bien penser le document dès le début? Un premier conseil, c'est de choisir le bon support. Et là, on a plein de supports qui sont possibles. Ce n'est pas juste l'infographie papier A4 qu'on peut voir très souvent. Il faut vraiment ouvrir son esprit et voir qu'il y a plein de supports différents. Quelques exemples. Donc, il y a des brochures, il y a des posts sur les réseaux, il y a des livrets, il y a des guides PDF, des applications, des audios, des vidéos. Il y a plein de supports possibles. Il faut vraiment en fait proposer le support en fonction de ce qui vous est possible de faire et de ce que votre public va préférer. Donc, bien réfléchir à cette partie-là. Choisir le bon support. Un autre élément, c'est la façon dont vous allez vous adresser à votre public. Est-ce que vous allez utiliser l'infinitif, vous, tu ou je? Vous allez voir qu'il y a une différence dessus. Je vais vous montrer un petit exercice et je vais demander à quelqu'un, un volontaire, ou alors sinon je laisserai Ganel choisir s'il n'y a personne qui se propose. Donc je vais lire c'est simple, je vais lire quatre textes qui sont les mêmes où simplement on change l'infinitif, vous, tu ou je, et je vais vous demander de vous focaliser sur ce que vous ressentez. Et donc j'ai demandé à quelqu'un qui nous partage ce qu'il ressent, ou alors peut-être que tout le monde peut un peu participer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu et me dire ce qu'il ressent, activer son micro et nous dire ce qu'il ressent? Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de participer? Ou sinon c'est Ganel qui va désigner, C'est moi qui aurai attention. la lourde tâche. Oui, bah, je veux bien Merci, c'est super participer. gentil à vous. Venez jouer avec nous. Parfait. Ok, super. Donc là, je vais lire un texte, c'est très court, et vous allez me dire ce que vous ressentez au début. Donc pour effectuer cette procédure, il faut suivre ces étapes. 1. Préparer les documents. 2. Remplir le formulaire en ligne. 3. Valider la demande. Donc par rapport au ton qui est employé, ça vous fait quoi? C'est le premier, après c'est peut-être pas... Ça me paraît déjà compliqué en fait. Je me dis, il y a plusieurs étapes. Ouais. Voilà, c'est très administratif. Puis on se dit, il y a plusieurs étapes, plein de documents à fournir, ça va être compliqué. Ouais, ok. Et par rapport au ton, ça vous fait ressentir quoi? Le fait qu'il y ait de l'infinitif comme ça? Enfin, après, c'est peut-être pas trop parlant ou quoi? Le côté Oui, c'est vrai que c'est administratif. assez Ouais. autoritaire en fait. Ouais. Ok. Bon, maintenant, si je change, je garde le même texte et je change, j'utilise vous.
Donc, pour effectuer cette procédure, vous devez suivre ces étapes. 1. Préparer vos documents. 2. Remplissez le formulaire en ligne. 3. Validez votre demande. Là, est-ce qu'il y a un changement au niveau du ressenti? Non, je trouve pas pour ma part. Non? Quelqu'un Pas, d'autre? Non? Peut-être pas de quelqu'un d'autre, non. différence? Ok. Ok. Et maintenant, si je change et que j'utilise tu. Pour effectuer cette procédure, tu dois suivre ces étapes, prépare tes documents, remplis le formulaire en ligne, valide ta demande. Au niveau du ton qui est employé, est-ce que ça change quelque chose? Oui, c'est. Alors c'est vrai que ben voilà, j'ai déjà pas l'habitude d'utiliser le tu du tout. Dans les conversations, Une donc du coup, famille. c'est un peu choquant là. Du coup, Il y a une d'écrire. familiarité qui, pour nous avocats, est pas évidente, Voilà, c'est ça. Donc, clairement. Ok, ok. Et maintenant, si je change, donc la dernière partie, si je change avec je. Pour effectuer cette procédure, je dois suivre ces étapes, je prépare mes documents, je remplis le formulaire en ligne, je valide ma demande. oui, bah du coup, je trouve oui, ça passe mieux. Enfin, comment dire. C'est plus humain, je trouve. Oui, voilà, c'est du coup, en plus la charge, du coup, ben, c'est vrai que le client comprend que c'est l'avocat qui va s'en occuper, donc il sera suivi, c'est lui qui, enfin, le client est accompagné par son avocat, du coup, et oui, c'est ça, ça implique le client, et c'est vrai que son partage, et du coup, c'est vrai que ça permet, oui, l'idée de collaboration, quoi, avec le client. Je trouve que il y a une personne qui rentre dans l'équation, un être humain, quoi. Oui, voilà, oui, oui. Complètement. Ok. Et puis du coup, voilà, ça désigne pas que l'autre qui a des contraintes et pas celui qui fait la demande, quoi. Même si c'est le client effectivement qui apportera les documents, quoi. Hmm. Hmm. Ok. Ah, mais c'est très intéressant. Bah, merci beaucoup, Marie-Aline, Je vous en prie. pour ces réponses. Donc, effectivement, en fait, on a vu que pour un même texte, le fait de changer et d'utiliser un ton différent, ça fait ressentir différentes choses. Donc, pour résumer, pour reprendre un peu ce qu'on a vu, l'infinitif, ça va plus être synonyme de généralité. On va créer une distance. On va parler à la fois à tout le monde et à personne en même temps. Donc, ça reste neutre, très administratif, comme tu disais aussi, Ganaël. Le fait d'utiliser le vous, ça va créer un lien. Là, directement, on va s'adresser à quelqu'un, on va parler à quelqu'un, donc on va créer un lien. Après, l'utilisation du vouvoiement, ça peut rester formel, mais il y a aussi le vouvoiement pour l'utilisation du vous pour le nombre, quand on s'adresse à plusieurs personnes. Donc, vous créez un lien, mais qui reste un peu dans ce côté formel. L'utilisation du tu, ça crée un lien aussi, mais c'est plus familier. Alors après, le tu, il est utilisé, donc le tutoiement est utilisé de plus en plus, même dans le milieu professionnel. Donc je sais que c'est c'est pas forcément ce qui est utilisé pour les avocats, mais je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui tutoient facilement dans le milieu professionnel. Et aussi, si on s'adresse à un public de jeunes, c'est plus simple parfois de communiquer en disant tu. Donc voilà, à voir en fonction de ce que vous souhaitez faire, transmettre comme lien. Et un dernier point, donc c'est le je, où là, on va être en immersion. En fait, la personne qui lit va subir directement les actions et va être dans une démarche active, proactive, justement pour le texte qu'elle va lire. Donc ça, c'est un élément important aussi à prendre en compte quand vous voulez rédiger votre document, de savoir quel ton vous allez employer. Un autre point qui est important, c'est de représenter les informations avec des graphiques, des schémas. Essayez d'apporter un peu plus de représentation visuelle quand vous communiquez. Il y a des informations qui peuvent être transmises de façon plus simple, on voit en un seul coup d'œil, à l'aide de schémas, plutôt que d'écrire un texte ou un pavé de texte. Quelques exemples. On a une carte du parcours. On va avoir une liste d'étapes. Par exemple, pour une procédure juridique, on va voir toute une liste d'étapes qu'on doit suivre. On peut avoir une frise chronologique.
pour cette fois une liste de faits dans un ordre chronologique précis, avec une date, spécificité chronologique. On peut avoir un mind map. J'ai mis ça ici parce que, donc là c'est quelques exemples, hein, mais je sais qu'il y a des avocats qui aiment bien utiliser les mind maps pour structurer leurs idées et lors d'un échange avec leurs clients, ils font une prise de notes sous forme de mind map où à la fin ils font une photocopie et le proposent à leurs clients. Ça permet d'avoir un peu comme un récap un peu de l'échange et de pouvoir retrouver les informations qui ont été dites lors de l'échange avec le client. Un autre élément, c'est le diagramme de Gantt. Donc là, c'est pareil pour présenter une succession de tâches dans un ordre chronologique, mais on va plus se concentrer ici sur la durée des étapes et sur l'enchaînement des étapes. Donc voilà, j'ai mis des exemples là, j'en ai mis certains parce que vous allez voir après dans des exemples concrets de legal design. Donc voilà, mais il y a encore plein d'autres façons de représenter avec des schémas. Là maintenant, je vais vous montrer un exemple concret justement de legal design pour un locataire qui quitte son logement. Donc, vous êtes avocat, vous souhaitez traiter ce sujet-là et vous rédigez dans un premier temps cet article qui est assez très textuel. Voilà, ça fait peur, on n'a pas envie de lire ça. Enfin, pour quelqu'un de non-juriste qui n'est pas habitué à lire beaucoup de textes, c'est un peu rebutant. Surtout que là, c'est peut-être pas lisible, mais il y a beaucoup de jargon technique dedans, donc ça donne pas envie. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est proposer une version legal designée de ce document. Et là, on va s'adresser à deux publics différents. Un premier public d'étudiants locataires, où c'est leur premier logement, ils ne savent pas comment ça se passe, leur première expérience, donc vous allez les guider. Et un deuxième public de seniors propriétaires, où eux, ils ont l'habitude de gérer des locataires, mais ils font ça un peu vite fait et souvent ils font des erreurs. Enfin, c'est pas. Voilà, il y a souvent des problèmes. Donc, pour sensibiliser et éviter qu'il y ait des dérives derrière, vous souhaitez, pareil, transmettre des informations sur comment bien quitter son logement. Donc, là, on va se concentrer justement sur chaque public différent. Pour le public d'étudiants locataires, une solution serait ce type d'infographie. Là, c'est très visuel. On a une carte de parcours avec les différentes étapes. C'est l'utilisation du jeu pour que l'étudiant puisse se mettre comme une liste de to-do qu'il doit faire. Je dois prévenir mon bailleur, je dois vider le logement, je dois faire l'état des lieux, etc. Il voit les différentes étapes à suivre. Il y a des exemples, il y a des couleurs aussi qui sont utilisées qui parlent peut-être plus à un public jeune. Et ce document-là, c'est un document qui va être numérique, qui va être disponible sur Internet et plus particulièrement sur LinkedIn. Parce que vous avez remarqué quand vous avez étudié votre public cible que les étudiants qui quittaient leur logement pour la première fois, c'était souvent parce qu'ils avaient trouvé un emploi. Donc, ils étaient très actifs sur LinkedIn. Donc, voilà, vous avez trouvé cette partie-là. Après, pourquoi pas le développer sous un autre format, carrousel et tout. Mais pour le moment, vous êtes parti là-dessus. Maintenant, on va se concentrer sur l'autre public qu'on a, c'est le public de seniors. Et là, on va voir que c'est différent. Ce qu'on va proposer, ce serait plus ce type d'infographie. Là, le ton est différent. Vous vous placez en tant qu'expert. À part le titre, si vous lisez le document, vous allez utiliser le vous. Vous allez dire, voilà, quand vous êtes dans cette situation, vous devez faire ça. N'oubliez pas de faire ceci. Il y a même une partie, un petit encadré avec marqué notre conseil d'expert, où on a un avocat qui donne des conseils. Tout ça parce que vous avez remarqué que, en fait, votre public cible de senior, il est beaucoup plus réceptif quand vous vous placez en position de quelqu'un qui a les connaissances et qui va les transmettre et donner des conseils. Donc, c'est ce que vous avez essayé de faire avec ce document. Et pareil, ce document, il ne va pas être numérique cette fois, mais il va être papier. Parce que quand vous avez étudié votre public cible, vous êtes rendu compte que les seniors, ils venaient chez vous avec leurs petites pochettes cartonnées, tous leurs papiers bien rangés dedans, et qu'à chaque fois qu'ils avaient besoin d'accéder au dossier, ils savaient où retrouver les documents. Donc, pourquoi leur proposer quelque chose de numérique si eux, ils ont un dossier papier? Donc, vous allez proposer un format papier. Donc, on voit que pour partir d'un même document, donc le même article, on est parti du même document initial, on a deux
legal design différents en fonction de à qui on s'adresse. C'est pour ça qu'il faut bien étudier votre cible de départ, votre public, et proposer quelque chose qui est optimisé et qui est adapté. Maintenant, on va parler d'autre chose. C'est des conseils pour mieux communiquer clairement avec des interlocuteurs non juristes. Ganaël, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as comme ça un petit conseil pour communiquer clairement ou quelque chose qui te vient en tête? C'est le langage, c'est utile, c'est rendre simple avec du langage clair nos concepts juridiques qui sont parfois compliqués et qu'on a l'habitude d'exprimer de façon compliquée. Donc de faire l'effort d'être clair, compréhensible, avec des mots normaux. Exactement. C'est ma J'avais pas la première, réponse justement, mon avant, hein. premier point. C'est ça, je confirme, elle n'a pas triché. Mais je sais qu'on avait déjà échangé en dehors du cas du webinaire et tu me disais que tu pratiquais déjà le langage clair dans ta pratique. Donc voilà, ça c'est un point important. Le langage clair pour les personnes qui ne connaissent pas justement legal design. Si vous vous renseignez encore sur le sujet, vous allez voir, c'est un point qui est essentiel et qui est tout le temps abordé. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est comment rendre votre contenu qui est technique, vos propos qui sont peut-être compliqués, comment le rendre accessible pour des personnes qui, eux, connaissent pas du tout le droit. Vous pratiquez, vous faites les procédures tout le temps, vous êtes dedans, mais la personne en face, elle connaît pas, elle découvre, c'est tout nouveau pour elle. Je vais vous donner un exemple pour ça. Je vais vous dire imaginez une situation. Donc, vous êtes malade, vous avez mal à la gorge, vous toussez beaucoup, ça passe pas. Donc, vous allez voir un médecin. Le médecin vous dit de faire des analyses, faites des analyses, vous revenez le voir avec les résultats et il vous dit ceci. Après analyse de vos résultats, il apparaît que vous avez un carcinome épidermoïde de la région oropharyngée avec prolifération de cellules squameuses atypiques et infiltration stromale. Je vous conseille une approche multimodale incluant radiothérapie perfractionnée et chimiothérapie à base de cisplastine, éventuellement suivie d'une intervention chirurgicale pour excision complète. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes comment là? C'est plutôt comme ça là. Je En sais pas, panique. on panique. On n'a pas compris, il y a des mots un peu importants. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Mais c'est pas clair. Parce que là, le médecin, il a utilisé un langage qui est très technique. Alors que s'il avait utilisé un langage plus clair, plus accessible, et qui vous avait dit ceci. Vos résultats montrent une tumeur à la base de la langue et aux amygdales, mais elle ne s'est pas propagée. Nous avons des traitements efficaces, la radiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses avec des rayons, et la chimiothérapie pour les attaquer avec des médicaments puissants. Si nécessaire, on fera une opération pour enlever la tumeur. Beaucoup de patients comme vous répondent très bien au traitement, donc rassurez-vous, tout va bien se passer. Voilà, on est comment? Plus comme ça. Bon, on sera peut-être pas content d'apprendre qu'on a un cancer de la gorge, certes, mais vous comprenez le principe. C'est important de comprendre tous les enjeux et tous les risques qu'il y a. Alors vous allez me dire peut-être que vous ne traitez pas des sujets de vie ou de mort, c'est sûr, certes, mais vous traitez des dossiers, vous avez tout le temps un peu les mêmes dossiers, les mêmes clients, c'est un peu les mêmes choses. Mais pour votre client, lui, il ajuste sa vie, c'est tout pour lui. Donc c'est hyper important qu'il puisse comprendre tous les enjeux de son dossier, qu'il sache les risques qu'il encourt, comment ça va se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser un langage clair et être sûr qu'en face, ils comprennent bien pour faire les bons choix et puis qu'ils puissent savoir comment ça va se passer derrière. Donc ça, c'est important, le langage clair. Un autre point pour communiquer clairement, c'est de privilégier l'affirmatif. Là, pareil, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « Ne pensez pas à une girafe verte », qu'est-ce que vous allez faire? Pensez à une girafe verte, forcément. Bon, j'ai voulu changer de l'exemple de l'éléphant rose qu'on a couramment, mais voilà, vous comprenez le principe, c'est la même chose. En fait, le cerveau, il ne comprend pas la négation. Il a entendu girafe verte, il a mis le visuel girafe verte dans sa tête. Ça, c'est pareil, quand vous communiquez, pour un exemple, votre client, il est en panique, il y a un truc qui ne va pas. Si vous lui dites « c'est pas grave, il n'y a pas de problème, ne panique pas », il entend quoi? Grave, problème,
panique. Donc, ça va à l'encontre du message que vous voulez faire passer. Alors que si vous changez vos propos et que vous dites calme-toi, tout va bien se passer, ça va aller. On entend calme, tout va bien, ça va. Et là, ça permet de rassurer. Donc c'est pour ça que c'est important de privilégier l'affirmatif. Un dernier point que je vous donne comme conseil pour communiquer clairement, c'est d'utiliser des exemples. Montrez des exemples, faites appel à l'imaginaire de vos interlocuteurs. C'est important, comme avec l'exemple du médecin ou tout ce que j'ai pu citer avant. Donc, utilisez des métaphores, des analogies et des mises en situation. Faites des parallèles. Peut-être que vos clients, ils vous ont parlé de leur passion, d'activités qu'ils faisaient le week-end, je ne sais pas, de la randonnée. Bah, prenez ça en compte pour faire des métaphores, des analogies sur la procédure judiciaire et le fait de gravir une montagne. Ou voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, je sais, Ganel, tu me disais que tu avais plus de mal, c'est ça, avec le fait de Oui, faire des... des analogies, déjà, ça me Ouais. vient pas spontanément. Et en plus, j'ai peur de me faire piéger. Par exemple, quand tu dis une procédure judiciaire, c'est comme gravir une montagne, le client, il va te dire, oui, mais au moins, je vois le sommet, je sais où je vais. J'ai Hmm. peur que ça se retourne contre moi de tenter ça, donc j'y vais pas. Oui, je comprends. Et si vous êtes pareil dans la même situation que Ganel et que vous avez peut-être un peu plus de mal ou peur d'utiliser des métaphores, des analogies, la solution, c'est de faire des mises en situation. Donc, vous n'allez pas essayer de trouver un parallèle, mais trouver un exemple concret de la situation actuelle. Euh, pour reprendre l'exemple de cette infographie ici, de ce legal design, à la fin, on a un exemple de Paul qui est étudiant, où là, voilà, c'est un exemple concret. On ne fait pas de parallèle sur quand on quitte un logement, c'est comme prendre son envol, etc. Non, là, on parle vraiment de quelque chose de concret. On montre un exemple concret et après, à voir plus ou moins si la personne qui va lire le document peut s'identifier. On essaye d'être un peu plus généraliste. Là, par exemple, si c'est au final une étudiante, Marie, qui lit ça, ben, peut-être qu'elle n'a pas mis d'étagère, mais elle a repeint son mur en rose et ça va quand même l'intéresser. Ça va permettre de comprendre un peu les enjeux et le fonctionnement. Donc, si vous avez plus de mal avec les métaphores, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre un exemple concret d'une personne qui a déjà fait la procédure ou qui est dans le même cas que votre interlocuteur. Donc là, on a parlé beaucoup d'exemples. Et justement, on va aborder une deuxième partie de ce webinaire. On va vous montrer des exemples concrets de legal design pour la relation client. Donc, je vais vous montrer plusieurs exemples de legal design que j'ai réalisés pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire justement en legal design pour améliorer la relation client, pour rendre tout ça plus fluide et agréable. Une première chose qu'on peut faire, c'est de présenter les process. Le process, en fait, la relation que vous allez avoir avec votre client, comment ça va se passer. Moi, ce que je fais quand j'aborde, avant de commencer un projet avec un client, je lui explique de comment on va travailler ensemble. Donc, je fais une frise chronologique avec les différentes étapes, les actions que mon client va faire et les actions que moi je vais faire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble et de savoir à l'avance comment on va s'y prendre, la relation qu'on va avoir. De même, pour ce type d'information, je le présente parfois différemment avec un planning. Là, c'est un diagramme de Gantt. Donc, on voit la succession d'étapes qui s'enchaînent et la durée des étapes avec les retours. Donc, j'ai un peu dit la même chose, mais c'est présenté différemment. Et on voit que les deux représentations sont vraiment différentes. D'un côté, on a la représentation de gauche qui va plus se centrer sur la relation humaine, avec une écriture manuscrite. On va utiliser le nous, on va vraiment parler de cette collaboration et de l'échange qu'on a. Et à droite, c'est plus le côté planning, c'est pour montrer la rigueur, le fait que ça va se passer comme ça, le timing il est carré, on voit les successions, le temps, la temporalité, etc. Donc, on ne va pas communiquer pareil, on ne va pas présenter les informations de la même manière en fonction du message qu'on veut faire passer. Un exemple dans le domaine juridique, c'est que vous pouvez présenter le déroulement du dossier.
Donc là, c'est un exemple de déroulement du dossier avec 6 étapes. Donc là, on a un peu du mal à voir quelles sont les étapes, dans quel ordre, ce que ça fait un U. Ben, on va retravailler ce visuel et on va reprendre sous forme linéaire une frise chronologique avec les étapes qui se suivent. On voit qu'il y a une chronologie vraiment bien visuelle. Pareil pour le titre, le déroulement du dossier, ça peut se rapporter à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un peu infinitif général. Et ben on rechange. Là, on va créer du lien. Comment va se dérouler votre dossier? Là, comment dire, c'est un hook, j'ai plus le terme, mais Non, c'est on va plus venir personnel. chercher, voilà, on va venir chercher en fait le client. Donc c'est plus ça, ce que tu dis, c'est plus C'est pas personnel. le On l'inclut dans. dossier, c'est votre dossier. C'est ça. Donc Ouais. ça personnalise encore plus, ça crée vraiment ce lien. Et la frise chronologique qui est bien plus visuelle, donc linéaire pour les frises, donc soit dans le sens horizontal, soit dans le sens vertical, plus qu'un U où on ne sait pas forcément par où ça va. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'expliquer les procédures. Ça aussi, vous, ce sont des procédures que vous voyez tous les jours, que vous traitez tout le temps au quotidien, mais vos clients, procédures judiciaires, il les connaît rien, il ne sait pas c'est quoi les différentes procédures, même comment ça se passe, les audiences, s'il y a du contentieux, est-ce qu'il faut qu'il y ait un avocat, est-ce que je dois venir, est-ce que je dois pas venir, il y a un juge, tout ça, enfin, c'est compliqué. C'est des choses qu'on ne connaît pas au quotidien en tant que non-juriste. Donc ça, c'est bien d'expliquer. Un exemple, dans le droit de la famille, d'expliquer les procédures de divorce. Ici, j'ai réalisé 3 fiches pour expliquer les procédures de divorce, une avec juge, une sans juge et une pour expliquer la différence entre ces 2 procédures. Donc ça va être hyper utile, à la fois pour vous, si vous expliquez à votre client les procédures, vous allez avoir un support sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour vos explications, mais aussi pour votre client. À la fin, une fois que vous avez fini l'entretien, votre échange, vous lui laissez le document, il a toutes les informations pour retrouver s'il a des questions, s'il a besoin de rechercher des détails, savoir où on en est dans les étapes. Tout est indiqué dessus. Et vous voyez, il y a une partie aussi à droite avec les remarques et points de vigilance sur les 2 premières fiches pour justement noter des éléments un peu plus importants. Il y a un jeu de couleurs. Enfin, voilà, tout ça, c'est à travailler pour proposer quelque chose qui soit vraiment adapté et compréhensible. Donc là, on présente les procédures pour expliquer ce que c'est, mais quelque chose de très utile aussi, c'est de suivre la procédure en direct, que votre client il puisse savoir où il en est directement. Et ça, rien de mieux que d'utiliser le super outil de Ganaël, applicable. Et Ganaël, je te laisse reprendre la main pour parler un peu plus de ton Merci. outil sur ça. Merci pour cette jolie transition. Bah, effectivement, nos clients souffrent parfois de ne pas comprendre ce que l'on fait pour eux, d'avoir l'impression qu'on ne fait pas grand-chose à certains moments du dossier. Et pourtant, eux, leur ressenti, c'est je paye, j'ai pas de nouvelles, je comprends pas ce que fait mon avocat, je comprends pas ce qui se passe. Donc, c'est un point de friction entre l'avocat et le client qu'on a résolu dans Applicable, puisque à chaque fois qu'un avocat ouvre un dossier, il a automatiquement la to-do list de l'affaire. Et par exemple, pour une procédure tribunal judiciaire, il y a à peu près 80 étapes. Et donc, le client, dès l'ouverture du dossier, dès l'envoi du devis par l'avocat, il va pouvoir visualiser ces 80 et quelques étapes. Et donc, ça va donner du sens déjà à l'honoraire qui est demandé par l'avocat. Et ça permet au client d'être assuré sur le fait qu'il va complètement être en maîtrise de ce qui se passe, puisqu'il, dès le début, il est informé du nombre d'étapes, de leur ordre chronologique. Et progressivement, l'avocat va dire si c'est fait, si c'est à faire, pour quelle date, etc. Donc, on inscrit le client dans un parcours qu'il peut se prévisualiser dès l'ouverture du dossier. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a plein de choses que l'on fait comme avocat qui ne donnent pas lieu nécessairement à une prestation visible par le client, à un livrable. Or là, ça le devient grâce à cette liste d'étapes et au message dont je crois qu'on va reparler tout à l'heure. Tout à fait. Oui, merci Ganaël, c'est ça. Et là, donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est la partie client, l'interface client. Donc, Monsieur Martin qui voit son dossier de procédure de divorce, où là, il a toute la liste des étapes
justement, il y a beaucoup plus, ça s'arrête à ce moment-là, mais il y a la liste des étapes et il peut suivre à droite en temps réel le statut, donc si c'est terminé, en cours, à faire, avec les dates importantes. Donc c'est voilà, enfin, vraiment, il a un visuel et un suivi en direct pour éviter d'avoir à déranger son avocat et savoir où on Aussi. en est. Donc Et c'est voilà, complètement complémentaire de ce que tu as montré avant, la fiche, oui, qui forcément ne peut décrire que les grandes étapes, les enjeux, etc. Et là, on est vraiment dans la technicité c'est ça. du déroulement du dossier. Mm, complètement. Et donc, autre chose aussi qu'on peut faire avec Legal Design, c'est montrer votre expertise. Donc, on l'a vu par exemple avec un article que vous voulez rédiger, utiliser une infographie en Legal Design, c'est plus parlant pour montrer votre expertise, ça marque plus les esprits. Et votre client qui n'est peut-être pas client à ce moment-là, il va regarder, il va voir les informations sur le moment. Il va peut-être pas venir vous voir tout de suite, mais quand il aura besoin de vous, il va se rappeler de cette infographie qui sera restée en mémoire, qui aura marqué son esprit. Et là, à ce moment-là, il va vous contacter. Et donc, c'est comme de la publicité. À la fois, vous sensibilisez, vous parlez d'un sujet qui est important pour vous, et en même temps, vous faites pas, enfin, vous parlez aussi de votre cabinet et vous faites votre promotion en même temps. Donc, il y a ça, montrer son expertise, aussi sensibiliser. Donc, ce que je disais aussi. Il y a maître Karine Deluca qui le fait très bien avec un podcast où elle parle justement du divorce, de toute la complexité que ça a et des problèmes qui peuvent survenir, de tout justement ce changement, ces soucis un peu psychologiques, de savoir comment on va appréhender le divorce. Ça peut être compliqué et en fait, elle en parle très bien dans plein d'épisodes de son podcast qu'elle fait. C'est très intéressant. Donc ça, pareil, c'est du legal design. Elle vulgarise un peu le processus, elle explique, elle rassure. C'est hyper important pour des clients qui connaissent pas comment ça va se passer et qui ont besoin, en plus d'un accompagnement technique juridique, d'un accompagnement humain derrière. Et par la même occasion, on peut aussi proposer une infographie, un legal design. Là, c'était dans le cadre d'un épisode de podcast sur le phénomène de l'emprise, avec des visuels où c'est beaucoup plus parlant, un exemple concret, un petit avatar de Maître de Lucas qui justement peut donner des petits tips un peu plus, enfin voilà, qui crée ce lien entre elle et la personne qui lit l'infographie. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec un legal design. Un autre élément, si, c'est de créer un guide. Les guides, c'est super utile. Donc, vous pouvez faire des visuels, des infographies avec des guides étape par étape, les cartes du parcours. Voilà, on l'a vu avec l'infographie pour les étudiants, mais aussi là, par exemple, comment bien gérer le départ d'un collaborateur. On voit les différentes successions d'étapes qu'il y a à faire pour que vous puissiez guider le plus possible votre client pour qu'il réalise correctement les démarches et qu'il se sente soutenu par la même occasion. Il y a d'autres façons de faire aussi, c'est de créer des supports PDF par exemple ou imprimés, donc des guides de plusieurs pages pour expliquer le fonctionnement. Là, c'est un e-book que j'ai fait pour des outils pour le legal design. Mais je sais qu'il y a un avocat qui m'avait parlé d'un petit souci qu'il avait eu avec un client. C'était dans le cadre d'un licenciement. Et il ne pouvait pas intervenir lors de l'entretien avec le salarié qui allait être licencié et l'employeur. Donc, il avait briefé son client sur comment signer le contrat, etc. Sauf que il n'a pas rempli tout ce qu'il fallait, il n'a pas mis les bonnes mentions, il n'a pas signé tous les éléments qu'il fallait signer. Et donc, ils ont dû refaire un entretien. Ce qui est compliqué dans le cas d'un licenciement, parce qu'il peut y avoir des conflits entre le salarié qui va être licencié et l'employeur. Donc, c'est hyper délicat d'avoir à refaire un entretien, de perdre du temps en plus pour tout ça, pour la procédure, pour des broutilles. Donc, c'est très compliqué. Et là, la solution, c'est de créer un guide. Vous faites un tuto, étape par étape, comment signer correctement, comment remplir correctement le document et vous expliquez, voilà, vous prenez des captures d'écran, des exemples concrets. Il faut signer ici, il faut parapher ces pages-là, il faut mettre telle mention à tel endroit. Et comme ça permet à votre client qui ne peut pas vous avoir à ses côtés à ce moment-là, d'avoir quand même une aide de votre part et de pouvoir tout faire comme il faut. Donc c'est
hyper intéressant aussi pour éviter les erreurs et pour rassurer, accompagner votre client. Est-ce qu'on peut vous demander à ce stade-là, on est un peu plus de la moitié, mais s'il y a des choses que vous sentez pouvoir vous approprier, des choses que vous avez envie de faire, ça, j'en doute pas, mais est-ce que certains des exemples vous parlent et vous dites, tiens, ça, je pourrais le transposer dans ma pratique? Est-ce qu'il y a ce genre d'envie, d'impression à ce stade-là? Bonjour. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Pour ma part, j'avais déjà commencé un petit peu sur le sujet du legal design et j'avais notamment pour les procédures de divorce amiable notamment fait déjà un petit schéma explicatif des différentes étapes voilà, que je transmets au premier rendez-vous au client pour qu'il sache un peu les étapes à venir. Mais effectivement, ça se prête à finalement un peu toutes les procédures ou tous les dossiers que l'on gère. Donc voilà, c'est à développer. C'est plus la question de temps de formaliser tout ça, mais en même temps, le temps qu'on perd à le faire, on le gagne après dans les explications. Donc, Et puis pour les... Et je peux vous demander quel est le retour des clients? Du coup, ça... alors ils me disent c'est très clair. Voilà, c'est le premier retour que j'ai, c'est très clair. Donc, objectif rempli. Voilà. Donc, c'est déjà une bonne chose. Après, est-ce qu'ils s'y réfèrent tout le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand la procédure avance, je leur dis, ben voilà, vous vous souvenez, dans le document que je vous ai remis, voilà, on en est à telle étape. Donc, du coup, voilà, ils comprennent qu'ils avaient quand même aussi les différentes étapes au début. Donc, même si entre-temps, ils ne sont pas revenus sur le document, quand on en parle, ils savent qu'ils l'avaient. Donc, bon, ça leur à eux d'aller retourner voir ce document ou pas. Mais ouais, ça donne aussi un côté assez sérieux, je trouve. Ça renvoie au client dès le premier rendez-vous une certaine maîtrise. Je trouve ça fait très professionnel. Voilà, je trouve que c'est un vrai plus. Ça nous simplifie un peu les explications et ça donne une image aussi un petit peu différente. Ouais. C'est vrai, j'avais pas pensé à ce que vous dites, c'est que le client peut s'y référer ultérieurement dans le temps et retrouver ce que vous lui avez... Parce qu'ils oublient. En général, au début, on leur donne énormément d'informations et ils sont dans un état de stress, donc je pense qu'ils les captent pas bien et c'est normal, hein, c'est pas du tout le reproche. Je pense que première fois, ils ouvrent, ils regardent le document, ils regardent peut-être avec moins d'attention que quand ils commencent à vraiment entamer les étapes. Et là, effectivement, alors il y en a certains qui n'auront pas la curiosité d'y retourner, certains vont peut-être perdre le document parce qu'il y a pas aussi des gens qui sont moins organisés, mais bon, ça, on ne peut pas refaire les personnalités, mais voilà, je trouve que c'est quand même... Et puis après, moi, j'oublie pas que le document, il peut circuler aussi, parce que finalement, les clients, bah, voilà, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et des fois, voilà, ils peuvent faire circuler notre client. Donc, si en plus on l'estampille avec notre nom et voilà, nos coordonnées, bah, ça peut être aussi une com. Voilà, pour notre cabinet. Il y a des retours dans la conversation sur les fiches explicatives de procédure. Oui, tout à fait. Parce que les clients posent beaucoup de questions au cours de la procédure, c'est vrai. C'est vrai. Oui, et puis, ça rejoint ce qu'on se disait, les procédures, elles sont aussi longues, donc ce qu'on leur a expliqué à un moment, ils peuvent l'avoir oublié. Donc, avoir un support auquel se référer pour retrouver les infos, c'est vrai que c'est chouette. Et puis, c'est vrai que par rapport ce que vous disiez, par rapport à justifier aussi nos honoraires, du coup, quand ils ont au début le pourvoi de documents, alors il n'y a que les grandes étapes, mais il y en a déjà un certain nombre, bon, ils voient aussi qu'il y a certaines étapes sur lesquelles eux ne sauraient pas faire, donc ça justifie aussi pourquoi ils ont besoin de nous. Donc, c'est aussi intéressant à ce titre-là. Merci. Complètement. Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai que les procédures, c'est quelque chose, en tant que non-juriste, on ne connaît pas du tout. Si on n'a jamais eu à faire justement une procédure juridique avant, c'est tout nouveau, on ne sait pas comment ça se passe. Et si on nous explique toute la procédure dès le début, forcément, on oublie derrière, sachant qu'en plus, entre chaque étape, il y a souvent beaucoup de temps qui se passe, donc on a le temps d'oublier, de ne plus savoir où on en est. Parce qu'il y a la vie professionnelle, personnelle derrière qui continue. Donc, c'est bien de pouvoir avoir quelque chose de concret sur lequel se référer quand on a besoin. Complètement. Et donc, pour continuer à la suite des guides, d'autres choses qu'on peut mettre en place aussi pour la relation client, c'est de demander des retours et des avis. Ça, c'est hyper important. Ce que peu d'avocats font au final quand on a les retours des avocats et qu'on leur demande. Mais demander des retours et des avis, c'est très important. Les retours
principalement pour améliorer les services qu'on propose. Et c'est toujours d'être adapté et d'optimiser les process pour proposer le service le plus qualitatif possible à ses clients. Et des avis pour votre légitimité auprès d'autres personnes qui vont se renseigner sur vous. Moi, je sais que quand on me parle de quelqu'un, en particulier d'un avocat, la première chose que je fais, c'est taper son nom sur Google et regarder le site, les avis qu'il a, toutes ces informations-là pour connaître un peu plus l'avocat. Et quand il a des bons avis ou même des commentaires dessus sur la relation client, comment ça s'est passé, c'est vraiment un gage de qualité. C'est une personne externe qui met les avis, je me dis, OK, donc c'est un autre point de vue, une personne qui a pu avoir cette expérience avec cet avocat-là. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous de demander un retour. Sachant que sur l'application d'Applicable, il y a déjà des messages qui sont préfaits, des messages types. Lionel, je te laisse aussi Oui, reprendre la main pour en merci parler. de me donner l'opportunité de reparler d'Applicable. Oui, je vous disais tout à l'heure, à chaque étape, il y a un message qui est rédigé en langage juridique clair pour expliquer en quoi consiste l'étape. C'est quoi la clôture, c'est quoi les conclusions adverses, etc. Et un peu plutôt comme un pense-bête, on a mis dans chaque procédure, la dernière étape, c'est la clôture du dossier. Donc, il y a un message qui explique au client que voilà, la décision est exécutée ou le divorce a été transcrit sur les registres d'état civil. Donc, vous allez pouvoir procéder à la clôture de son dossier et on gère la restitution des pièces, etc. Et l'avant-dernière étape, c'est une demande d'avis ou un questionnaire de satisfaction. Et donc voilà, il y a un petit message qui est préparé ensuite que vous allez pouvoir personnaliser pour votre cabinet, ou si vous avez créé un formulaire Google ou Microsoft, vous allez pouvoir mettre un lien vers ce formulaire qui ne demande qu'à être construit avec les bonnes questions. Quand on a parlé de ce point avec Mel, toutes les deux, moi je lui disais que c'est quelque chose que j'avais, pour être tout à fait transparente, un peu peur de faire, parce que il y a toujours des moments qui sont compliqués pour le client dans une procédure, pas nécessairement imputables à l'avocat, mais j'ai assez peur des retours un peu négatifs et un peu foutraques et qui vont que je vais que je risque de prendre personnellement. Donc c'est un sujet que je trouve délicat, mais effectivement tu as raison, il faudrait un peu plus s'en emparer pour avoir des retours pour améliorer nos pratiques. Ça, c'est chouette. Et puis des avis aussi pour, en termes de communication, de commercial, c'est clair que c'est chouette. Des bons avis. C'est vrai. Et un truc aussi pour les avis, c'est que, alors certes, les avis Google, on n'a pas trop la main dessus à part répondre. Et je connais quelques personnes qui ont pu, bon, ça reste très rare, hein, mais des personnes qui ont pu avoir affaire à des concurrents qui ont voulu leur nuire et mettre un avis négatif alors qu'ils savaient pas, enfin, il n'y avait pas lieu d'être. Donc après, ça peut être compliqué. Il y a une solution, c'est de passer, mais ce qui est peut-être un peu moins visible, c'est de passer par les recommandations LinkedIn. Là, au moins, les gens, c'est certifié, on sait qui a écrit la recommandation et en plus, vous pouvez valider, avoir la main dessus pour savoir ce qui est dit et vous avez un peu plus de contrôle, on va dire. Il y a plus de vérification, plus de contrôle. Mais après, c'est peut-être forcément, enfin, c'est moins visible que des avis Google, donc c'est à vous aussi de voir ce qui vous convient le mieux. Mm. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est très, très utile. Donc voilà, il y a encore d'autres éléments qu'on peut faire. On peut retravailler la convention d'honoraires, les contrats, les CGV, donc la rédaction des mails, etc. Je sais que la convention d'honoraires, il y a aussi beaucoup de demandes. Je travaille sur beaucoup de projets de convention d'honoraires. Alors, soit pour retravailler la convention d'honoraires en elle-même, donc tout le contrat, soit pour faire une fiche de synthèse qui va venir reprendre les points importants de la convention d'honoraires. Donc, pour le client, c'est principalement savoir combien il va payer, quand il va payer, pourquoi il paye ce prix-là, etc. Donc, c'est reprendre ces informations-là avec quelque chose de plus visuel, plus sympa et plus compréhensible. Donc voilà, il y a plein de façons d'intervenir dessus en fonction de vos besoins, de vos envies et plein de possibilités. Oui, du coup, j'avais préparé une petite question. Par quel document aimeriez-vous commencer? Ah On a pardon, j'ai un répondu peu un peu. Ah non, anticipé, mais il peut y mais avoir d'autres non, mais réponses? très bien, très bien. Mais c'est pour ça. Donc, oui, je pense que c'est vrai que les fiches de procédure, explication des procédures, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour, dans la relation client pour, dès le début
début, montrer son expertise, montrer qu'on a prévu un service qui est adapté pour son interlocuteur, pour le client qui est là, et lui expliquer aussi comment ça va se passer pour le rassurer, pour lui donner tous les éléments qu'il a besoin de savoir pour un meilleur accompagnement derrière. Donc, ouais, c'est vrai que c'est très, c'est assez important. Et je peux conclure maintenant, ou alors on peut passer aux questions ou après la Je crois conclusion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, il y a il y a un un message. échange, ouais. Ah, Si tu as cette possibilité d'accéder à la conversation. oui. Euh, ok, alors, Marie, merci beaucoup. Merci pour le retour Ok. et bon rendez-vous. Et je peux faire une petite conclusion, on passera aux questions après. Donc, pour Volontiers. conclure, si vous devez reprendre les informations les plus importantes de ce webinaire, c'est de vous concentrer sur l'utilisateur final, sur votre public, pour proposer une solution qui soit le plus adaptée, le plus optimisée, de communiquer clairement pour être sûr que le message va bien être compris et assimilé, et de proposer du coup des solutions un peu innovantes, de tester des choses et de pas hésiter à vraiment y aller, à vous corriger ensuite et à recommencer. Vous testez, vous voyez comment vos interlocuteurs réagissent, quel retour vous avez, et vous continuez comme ça jusqu'à avoir quelque chose qui vous convienne et qui fonctionne très bien. Donc Ouais, voilà. Oui, j'insiste sur le tester, essayer des choses, c'est ça. démarrer même un petit peu, et puis effectivement, faites évoluer vos documents ou remodifiez-les complètement, mais osez commencer même avec un petit peu, parce que si on se dit, je le fais, je veux une première fiche de procédure parfaite avant de la transmettre à mes clients. Pour moi, je trouve que c'est un peu décourageant. Là, un peu décourageant. Là, c'est vraiment la montagne à gravir. Par contre, de dire, voilà, je fais un premier, je mets sur le papier, enfin informatiquement, mais je jette les premières étapes avec une frise chronologique. Bah, c'est déjà un début. Et puis, vous aurez tout le reste de votre carrière pour faire évoluer ce premier jet et puis prendre goût à la matière sans s'en dégoûter. Je pense il faut s'autoriser à y aller petit à petit. On n'est pas tellement formaté comme ça quand on est avocat. Par exemple, quand on doit rendre des conclusions ou rendre un contrat, on doit le finir et ça doit être à peu près nickel du premier coup. Et ben là, on peut s'autoriser à ne pas avoir cette trop grande exigence qui pourrait nous bloquer dans la démarche. Et je trouve que c'est dommage. Mieux vaut faire quelque chose qui soit un peu approximatif, pas du tout parfait, on s'en fiche, mais ça a le mérite d'exister. Et je pense pas que les clients en soient meurtris. Au contraire, je pense qu'ils apprécieront l'effort fait. Et puis les améliorations successives, elles profiteront aux clients d'après. Tu as des questions, Mel, dans Oui, le... encore deux impératifs, je pense. Merci à Sylvie aussi pour le retour pour ce webinaire, qu'on a que des bons retours, donc c'est vraiment chouette. Merci. Mm. Mais Alors, oui, complètement, je rejoins ce que tu disais, ce que tu dis, Ganel. Tout à fait. Essayez en commençant par des petits schémas, ne serait-ce qu'un brouillon sur un papier quand vous expliquez, vous reprenez un peu la même méthodologie et vous allez voir, vous allez avoir de belles surprises derrière. et peut-être si tu as un ou deux outils pour se lancer, pour démarrer, les outils les plus faciles pour toi, pour un novice, une novice, par quoi, avec quels outils commencer pour se faire plaisir rapidement, pour que ce soit... Alors déjà, si vous voulez faire du schéma, de pas hésiter à prendre un papier, un crayon, quelque chose de classique. Même le schéma le plus schématique entre guillemets, enfin des petites icônes, des petits trucs gribouillés, ça peut déjà aider à comprendre. Et à la fin, vous laissez le document à votre client. Déjà, ça peut être vraiment bien pour lui. Et après, il n'y a pas forcément besoin de passer par des outils très développés, logiciels de conception graphique. Ne serait-ce qu'avec Word ou PowerPoint, vous pouvez déjà faire de belles choses. Donc, pas hésiter à travailler là-dessus. Et un conseil, moi je sais que dans Word, il y a la fonctionnalité avec les tableaux qui est pas mal pour faire de jolies choses aussi. Donc, ça peut être pratique de rajouter des lignes. Vous avez déjà pas mal d'infos. Donc, ouais, ça peut Ah être oui, je vois un bon truc. des adeptes du schéma papier. J'aime bien Canva, c'est ANVA. Je trouve que c'est ludique. J'ai eu du mal tout au début à comprendre la logique et en fait, au bout de franchement quelques mois,
Mais une fois qu'on a pigé, Hmm. je trouve que c'est très sympa. On peut faire des choses. Ouais. Bah, ce qui est pratique avec Canva, c'est que c'est entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment l'équivalent, mais c'est, on va dire, la version basique d'un logiciel de graphisme. Ça permet à un utilisateur particulier qui n'est pas pro dans ce domaine-là de pouvoir faire déjà quelques petites choses sympas. Surtout qu'il y a pas mal de modèles aussi, donc vous pouvez commencer en prenant un modèle et en vous l'appropriant, en changeant en fonction de ce que vous souhaitez faire comme visuel. Et c'est vrai que c'est pas mal. Version gratuite qui permet de faire plein de choses. Et même la version payante, je crois qu'elle est à 100 € par an. Donc, c'est Mhm. pas un investissement spectaculaire. C'est pas dispendieux, même si vous n'utilisez qu'un petit peu. Je vous propose de clôturer cette partie enregistrée. Merci beaucoup à vous tous, toutes. On peut rester C'est ça. connecté pour échanger. Encore un grand merci à Mel. Au revoir le replay. Rendez-vous en privé.